Le député Jonquière nous permet, même malgré qu'il est absent, de reprendre les travaux. Alors, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du Mouvement Santé mentale Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite à vous présenter, puis à commencer votre exposé. À vous la parole. Bonjour. Je vous présente Renée Ouimet, directrice à l'association, au Mouvement Santé mentale Québec. Moi, je suis sur le conseil d'administration, Monique Boniewski. Alors, juste rapidement, le Mouvement Santé mentale Québec est un regroupement d'organismes communautaires et qui travaille particulièrement en promotion, prévention en santé mentale. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vous parler de plutôt promouvoir la santé mentale et s'occuper de nos jeunes plutôt que de judiciariser ou de rendre illégale la consommation de cannabis chez les 18 et à 21 ans. Je voudrais commencer à vous raconter une histoire parce que venir à une commission, ça demande à notre CA de prendre position, mais ça nous ramène dans notre propre histoire. Et je me suis rappelé que j'avais 16 ans, que j'étais chez nous, puis que ma mère est venue rencontrer mes amis pour leur dire « J'ai su que vous consommez de la drogue, que vous consommez du pot, et je voudrais que vous n'en ameniez pas chez nous et surtout que vous n'en vendiez pas. » J'ai 61 ans, j'avais 16 ans. J'ai une de mes amies qui fait de l'éducation, que je trouve qui est une éducatrice extraordinaire, puis elle a dit, après 3 fois qu'on a fait quelque chose avec nos enfants, si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas la bonne solution. Fait que je vous dirais que si après toutes ces années-là et que le cannabis était illégal et que la consommation la plus intense est entre 15 et 25 ans, c'est qu'on n'a pas réussi quelque chose et que le fait c'est-à-dire pas de mettre en place, mais de garder ce qui était déjà là, c'est pas une solution. Il y a une loi qui est déjà en place et pour nous, c'est une loi qui est pas parfaite, mais il y a eu une vaste consultation à travers le Québec et c'est une loi qui est acceptable et on devrait garder cette loi-là et l'évaluer dans 4-5 ans et là, prendre le temps de revoir ce qu'on doit remettre en question par rapport à cette loi-là. Le faire actuellement, c'est beaucoup trop tôt parce qu'on ne sait pas encore les effets de cette loi-là à long terme. Même les sociétés, les SQDC, ne sont pas efficaces à 100%. Il n'y en a pas beaucoup d'endroits. Fait que c'est difficile d'avoir déjà une idée de comment ça se passe. Pour nous, créer du sens et de la cohérence, c'est fondamental. Je sais que, Monsieur le ministre, pour vous, c'est pas incohérent de dire qu'à 21 ans, qu'on va interdire jusqu'à 21 ans le cannabis. Pour nous, c'est une incohérence sociale parce qu'on a fait le choix, il y a 40 quelques années, de choisir que les gens soient adultes à partir de 18 ans. Alors, c'est un peu de ça qu'on va vous parler. L'objet de la loi, vous le connaissez déjà, puis c'est entre autres de réduire le fardeau sur le système de justice pénale, ce que le projet de loi ne fait pas parce que là, on va encore pénaliser les 18-21 ans. Et c'est de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l'objet de contrôle, ce qu'on aimerait pour nos jeunes qui consomment. De toute façon, ils consomment, fait que fermons-nous pas les yeux, ils vont pas la consommation, comme les prédécesseurs ont dit, de 2008 à 2015 a augmenté chez les 15-25 ans. Alors, on n'est pas du tout pour la banalisation, on est vraiment pour l'information, prendre le temps d'expliquer, accompagner nos jeunes, être là tout le temps, mais pas pas empêcher les jeunes d'avoir accès à des produits de qualité et continuer à les protéger en leur donnant accès à des produits de qualité, mais surtout en faisant de l'information et en donnant des services de qualité à nos jeunes. Il y a 47 ans, on a dit qu'à 21 ans, à 18 ans, on pouvait consommer de l'alcool, on peut se marier, on peut avoir des dettes, on peut signer des contrats, on peut faire tout ça.
Et je vous dirais que même aujourd'hui, à 18 ans, on pourra acheter des actions et des actions de compagnies qui produisent du cannabis, ce qui est un peu particulier dans notre fonctionnement social. Remettre l'âge de la consommation du cannabis en question, c'est considéré comme nos jeunes comme des immatures et des incapables. Ce qu'il faut, c'est vraiment être là quotidiennement pour nos jeunes, dans les écoles, leur offrir des services, les accompagner, les informer, accompagner les parents. Et c'est l'essence même du travail qu'on doit faire. On doit travailler. Je vous ai apporté ici des facteurs de protection en santé mentale. On doit outiller nos jeunes vraiment le plus possible. Et là, ils vont avoir la capacité de choisir s'ils veulent ou pas, mais on ne pourra jamais les protéger complètement. Je sais qu'on aimerait bien les mettre sous une cloche de verre puis leur faire attention, puis on les aime tellement, mais on ne peut pas faire ça. On peut les accompagner comme adultes et aller le plus loin possible là-dedans. Alors, il y aurait une perte de sens social, je vous dirais, que si on fait ce choix-là. Puis donner du sens, c'est se rappeler qu'on a choisi 18 ans comme âge de la majorité. C'est pas remettre en question le pouvoir d'agir des jeunes, c'est reconnaître leurs forces, leurs capacités, leur intelligence, et c'est surtout les accompagner dans le passage à la vie adulte et d'être là pour eux, de leur offrir de la prévention, de la promotion, des services accessibles, de qualité, rapides, puis... alors, on va y arriver. De la promotion dans les loisirs, de la prévention des méfaits. Alors, on est vraiment dans la promotion et la prévention. Le choix, ça a été vraiment... en tout cas, on a l'impression que c'est un choix qui a été plus un choix médical qu'un choix de santé publique, parce que les risques de psychose, ça augmente c'est vraiment petit. Ceci dit, on ne veut pas banaliser. Mais on se dit, pour une majorité, une grande majorité des jeunes, est-ce qu'on va interdire à toutes les 18-21 ans une consommation légale de pot, de cannabis? Mais ceci dit, on veut un meilleur contrôle de la qualité. On a toutes les mêmes positions que la santé publique que vous connaissez déjà. Un meilleur contrôle de l'accessibilité géographique, mieux informer, mieux sensibiliser, favoriser une discussion, diminuer la stigmatisation des consommateurs, faire de la recherche plus approfondie, réduire les activités criminelles, réduire les méfaits associés au cannabis. Et puis... les dépendances sont énormes. Hein? Les jeunes, ils peuvent être dépendants de l'alcool, ils peuvent être dépendants du jeu, ils peuvent être dépendants de la porno, et c'est pas quelque chose qu'on leur interdit, et on a à les accompagner par rapport à toutes ces dépendances-là pour qu'ils soient le moins dépendants possible. Alors, notre rôle, c'est de les écouter, de les outiller, de les informer et de promouvoir la santé. Puis promouvoir la santé, ça veut dire d'agir en amont et de renforcer la population. Tu sais, parce qu'on voit, je ne sais pas, vous avez ils ont déjà dû vous dire ces chiffres-là, mais la consommation de cannabis est 1,5 fois plus élevée chez les jeunes qui ont un niveau de détresse élevé. Si on accompagne nos jeunes à réduire la détresse, bien, il va y avoir moins de consommation de cannabis. 1,1 fois plus élevé chez les jeunes qui présentent un risque élevé de décrochage scolaire. Si on accompagne nos jeunes dans des écoles en ayant tous les services appropriés, bien, il va y avoir moins de décrochage et moins de consommation de cannabis. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que nous, on pense qu'il faut intervenir. Alors, il ne s'agit donc pas d'interdire, mais d'accroître les forces, les ressources, les connaissances, les atouts en matière de santé. Conclure, madame. Oui, bon, bien, pour conclure, là, je ne vous parlerai pas dans la rue, dans les parcs, je vous dis ça vite.
On va créer des illégalités incroyables si on ne permet pas au monde de consommer dans des parcs comme on le fait pour la cigarette, parce que les gens, dans leur appartement, ils ne peuvent pas. Les jeunes, on va les envoyer dans des lieux à risque. Ça va avoir des effets secondaires. Je voulais vous parler de l'économie du cannabis. Et, écoutez, je pense que dans un souci de cohérence, je vous ai à peu près tout dit ce qu'on souhaite. Merci beaucoup pour votre exposé. Regarde, passe ça par là-bas pour que les gens connaissent les astuces sur lesquelles on doit miser pour bien accompagner nos jeunes, les facteurs de protection. Nous allons commencer la période d'échange avec vous. Alors, Monsieur le ministre, vous avez 16 minutes 30 secondes pour vos échanges. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, de votre présence aujourd'hui. Encore une fois, on s'excuse des courts délais. J'ai beaucoup apprécié votre discours, là, qui est clairement animé par une passion au niveau de la santé mentale, puis un désir d'aider nos jeunes. Là. Puis j'appuie tout à fait votre désir de vouloir les accompagner. Mais je comprends le fait qu'il y a 40 ans, on a pris une décision en tant que société de réduire l'âge de la maturité. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, les données qu'on avait au niveau des conséquences des substances illicites ou des substances toxiques sur le cerveau et le développement du cerveau, on ne les avait pas comme on les a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ajoute une nouvelle substance dans l'arène, alors qu'on sait qu'on est dans une période où nos jeunes ont quand même une très grande souffrance au niveau de leur santé mentale. La jeunesse connectée, c'est une jeunesse qui se sent isolée et qu'on veut aider le plus possible. Puis je vous rassure aussi qu'on ne veut pas criminaliser. Ça ne fait pas partie du projet de loi 2. Les représentants de l'Association des premiers épisodes psychotiques nous ont confirmé la semaine dernière que le cannabis augmente le risque de psychose. Vous en avez mentionné. Je pense que pour ceux qui souffrent de maladies mentales, ceux qui souffrent de schizophrénie, une augmentation de 40%, même si ça fait passer de 2 à 2,8% ou de 1,5 à 3%, c'est quand même quelque chose de très significatif pour notre société. Ces gens-là, ils ont vraiment un pronostic à long terme là, qui n'est pas très bon. Mais quand on parle de chiffres plus consistants, une chercheure de l'Université McGill, elle nous apprenait que le risque de dépression chez les consommateurs d'adolescents était de 7%, ce qui représente à peu près 25 000 Canadiens par année et environ 5 000 adolescents québécois chaque année là, qui vont se faire diagnostiquer de dépression en lien avec la consommation de cannabis qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il serait prudent d'augmenter l'âge légal de consommation du cannabis pour protéger la santé mentale de nos adolescents? Quand vous parlez de psychose, la population en général, c'est 1%, si je ne m'abuse, puis ça augmente de 1% à 1,4% les risques, qui est très, très peu sur une population en général. Il y a beaucoup de dépendances qui peuvent être toxiques pour nos jeunes. Et je vous dirais, puis quand vous parlez de dépression et d'anxiété, l'anxiété est de plus en plus élevée chez les jeunes. On a des chiffres par rapport au cégep. C'est là-dessus qu'il faut intervenir, pas sur réduire la consommation du pot, l'augmenter à 21 ans. Il faut travailler sur qu'est-ce qui crée la santé mentale, et c'est beaucoup la santé mentale et notre malaise et le vouloir faire comme nos amis aussi. Ça va être un passage, ça risque de ne pas durer. Mais c'est beaucoup le malaise qui va faire qu'on va consommer, puis qu'on va consommer à long terme. Et je vous dirais, si on a à mettre de l'argent quelque part, actuellement, le taux d'anxiété chez les jeunes au niveau des cégeps est vraiment élevé. Et il faut qu'on intervienne en amont et qu'on les aide à réduire ce niveau d'anxiété-là. C'est plus, si on a à agir, c'est une grande majorité comparativement au petit 1,4 %, puis le taux de détresse psychologique et d'anxiété au cégep est rendu de combien? 35 % je crois. C'est énorme, versus 1,4 %. Fait que c'est là qu'il faut agir, là. Mais contrairement à, je pense que les dernières études qui sont sorties ces dernières années, là, Patricia Conrad de Sainte-Justine, Dr Gobi là, de McGill,
ils sont pas d'accord avec le concept d'auto-soin que vous soulevez, là où ils consomment pour s'auto-soigner, mais plutôt il semble dire que c'est la consommation étant jeune adolescent qui entraîne les problèmes plus tard. C'est pour ça que nous, on propose d'essayer de plus possible d'éviter cette consommation chez les adolescents. Vous avez raison que les recherches démontrent qu'une consommation peut avoir un effet, ça c'est des recherches, je ne sais pas si toutes les recherches disent ça, mais entraîner un niveau de dépression à long terme. Mais ça, informons nos jeunes, disons-leur, allons des écoles, parlons-leur de ça, et puis ils vont l'écouter, puis il va quand même en avoir qui vont consommer, c'est sûr. Mais les jeunes, je ne dis pas qu'ils font de l'auto-traitement, je dis que ceux qui sont dans des situations plus défavorisées, plus démunies, plus souffrantes, il y en a qui consomment plus, mais ce qu'il faut, c'est les accompagner d'entrée de jeu pour qu'ils soient travailler sur l'axe du bien-être des jeunes. Mais vous avez raison qu'on n'est pas pour go, consommons, là. C'est pas dans ce sens-là que notre intervention est faite. Mais l'information, donnons-la. Okay, bien compris. Monsieur le Président, j'aimerais passer la parole à la députée de Soulanges. Pouvez-vous? À vous la parole. À la lecture de votre mémoire, il y a une recommandation que j'aimerais que vous développiez, que vous n'avez pas parlé tantôt. Vous semblez vouloir qu'il y ait une discussion sur l'impact environnemental de la production de cannabis, de l'emballage et aussi le transport du cannabis. Pourriez-vous développer un peu plus sur ce volet-là du mémoire? Je vais oser vous dire que c'est des préoccupations personnelles, mais que je n'ai pas eu d'interdiction de mon CA de poser ces questions-là. C'est quelque chose qui est nouveau, qu'on est en train de mettre en place et on a des grandes préoccupations environnementales actuellement. Alors, il me semble que dans tout développement de nouvelles industries, on devrait avoir des règles qui prennent soin de notre environnement parce que ça débute, parce que ça commence et qu'on peut déjà intervenir. On a déjà de la misère à faire changer des vieilles industries qui existent depuis nombre d'années. Eux commencent, fait qu'on pourrait déjà avoir une réglementation avec les nouvelles entreprises sur comment faire un développement responsable, je dirais. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait exiger aux producteurs pour que ça aille mieux de ce niveau? Je pense qu'il y a du monde tellement mieux équipé que moi pour vous répondre à ça. C'est bon. Oui, merci, M. le Président. Je passerai la parole à la députée de Lobinière, s'il vous plaît. Facile. Frontenac. Depuis le début, notre objectif avec ce projet de loi, c'est de protéger les jeunes. D'autres groupes en ont parlé, mais j'aimerais vous entendre sur l'interdiction des points de vente à proximité des établissements postsecondaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure-là? On ne s'est pas posé la question, mais moi, je suis en santé depuis longtemps, puis on veut interdire on fait déjà cette démarche-là par rapport à la malbouffe, mais par rapport aux écoles primaires, secondaires. Je me dis, je ne sais pas, peut-être que l'intégrité fait qu'on va se poser la question sur tout ce qui peut avoir des méfaits sur la santé aussi, que ça serait dans un même... Mais écoutez, on n'a pas de position spécifique par rapport à ça. Mais l'important, c'est d'avoir une cohérence sociale dans nos choix. OK. Donc, mes autres questions étaient la distance de 150 mètres versus 250 mètres. Est-ce que ça vous semblait suffisant pour protéger efficacement les jeunes? Vous parlez cégep, université? Oui, pas secondaire. Pas de secondaire? C'est pas loin. Non, c'est pas loin. Ça va les faire marcher. C'est... excusez-moi. Non, sérieusement, on n'a pas de position par rapport à ça. Parfait. Donc, moi, je repasserai la parole à M. le ministre. D'accord, merci. Puis, je vais revenir à votre mention historique là, que je trouvais intéressante. Là. Alors, les mêmes années, en fait, la même année, aux États-Unis, ils ont également baissé l'âge de la majorité, là, de 21 à 18 ans.
Et ce n'est que 10 ans plus tard que les Américains ont décidé de rehausser l'âge de la consommation d'alcool à cause qu'ils avaient remarqué, parce qu'eux, ils suivent de très près leurs statistiques chez les adolescents, qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui se tuaient sur la route à cause de leur consommation d'alcool. En fait, en 5 ans, la consommation d'alcool était passée de on ne sait pas trop combien à presque 80% des adolescents qui consommaient de l'alcool. Quand vous dites qu'il faut attendre 5 ans pour évaluer l'impact de la légalisation du cannabis au Québec, alors qu'on n'a même pas d'outils fiables ou en tout cas disponibles facilement pour mesurer l'impact de cette consommation sur les capacités affaiblies des conducteurs, ne pensez-vous pas que c'est un peu qu'il faut être plus prudent que pas assez prudent dans ce contexte-là? Je veux juste vous ramener à ce qui s'est fait au Québec par rapport à l'alcool, et je trouve que les jeunes se sont beaucoup responsabilisés par rapport à l'alcool en nommant un chauffeur désigné, en faisant attention à leur consommation, et c'est une campagne de sensibilisation qui a eu un effet bénéfique. Et ce que ça montre, c'est que on peut faire des choses qui transforment les manières de faire de notre population puis des jeunes. Et ça, je trouve que c'en est un. Moi, je vois plein de jeunes que je connais puis qui disent « ben non, moi, je consomme pas ce soir, c'est moi qui est chauffeur désigné ». Ça veut pas dire que les autres prennent pas d'alcool, mais qu'il y a peut-être des choses à mettre en place comme ça parce qu'on a vu des approches qui ont été positives et qui ont donné des effets positifs au Québec. Puis j'aimerais mieux qu'on se compare à ça que à ce qui a été positif dans ce qu'on a fait et comment les jeunes ont embarqué, que se comparer aux États-Unis à quelque chose qui est négatif, parce qu'on a eu des bons résultats au Québec. Puis pour vous, ça prendrait quelle forme une campagne de sensibilisation positive dans le contexte du cannabis? Par exemple, celle qu'on a mise dans les campagnes publicitaires qu'on fait actuellement, est-ce que ce serait quelque chose qui aurait un impact majeur selon vous? Écoutez, ou comment vous la verrez? Vous savez que les campagnes, c'est à long terme qui font effet, que d'analyser l'effet d'une campagne, ça ne se fait pas en 2 mois ni en 3 mois. C'est vraiment la répétition pendant des années qui vont donner un résultat. Et c'est pas juste la campagne publicitaire, mais c'est aussi l'information qui est autour, l'information qui va être dans les écoles, ceux qui vont aller donner de l'information aux jeunes, qui vont les accompagner, que les jeunes vont avoir accès à c'est quoi les effets secondaires. Fait que je pense qu'on peut parler d'une consommation, qu'on peut informer les jeunes sur, effectivement, sans leur faire peur, mais des effets réels sur leur santé, que les jeunes soient vraiment bien informés de ça, que s'ils vont acheter du cannabis, que les vendeurs soient capables de bien les informer sur les effets, sur les interdictions, sur le fait qu'on ne peut pas conduire après avoir consommé du cannabis. Ça se fait pas juste dans une campagne publicitaire à la télé, ça va se faire à tous les niveaux. Ça se fait dans tous les secteurs en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, par exemple, si on regarde les chiffres, encore une fois, pour l'alcool, 30 ans plus tard, après ce changement-là aux États-Unis par rapport au Québec, eux, là-bas, c'est 1 sur 3 qui consomment de l'alcool chez les adolescents. Ici, on est encore en haut de 50 %. Eux, ils ont atteint le chiffre de 50 % là, en combinant le changement de loi tout en laissant l'âge de la majorité à 18 ans et la campagne publicitaire, là, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur campagne publicitaire. Ça leur a pris moins de 10 ans pour diminuer à 50 %. Donc, nous, on pense qu'une combinaison de ces 2 efforts-là pourrait nous aider de façon significative. Ne pensez-vous pas que combiner les effets serait comme synergique? Mais j'ai de la misère avec l'idée de l'âge. Les jeunes, ils ont voté pour vous. Et vous êtes là pour ça aujourd'hui et sont assez matures pour faire ça. Mais on ne les considère pas assez matures pour choisir. C'est vrai qu'ils font des gaffes,
Puis c'est vrai qu'ils vont continuer à en faire, puis c'est vrai qu'il y en a un qui va fumer trop, puis ils vont l'expérimenter, puis les parents, on va les relever, puis on va leur donner de l'information. Puis à l'école, ils le font déjà, ils vont leur interdire, puis ils vont leur dire de quitter l'école parce qu'ils sont venus puis qu'ils ont consommé. C'est en faisant de... On ne croit pas, nous, que c'est en interdisant qu'on va atteindre les objectifs, que c'est vraiment plus en accompagnant. Il me reste un petit peu de temps. Peut-être revenir sur le phénomène des difficultés scolaires des jeunes. La neurologue ce matin qui est venue nous visiter nous expliquait que les connexions du cerveau sont altérées par la consommation de cannabis chez les adolescents. Ça affecte beaucoup le lobe préfrontal qui impacte la prise de décision, qui impacte les émotions, etc. Et elle semblait dire que effectivement, cette consommation entraîne des difficultés d'âge chez les étudiants plus tard. Pensez-vous pas que ça aussi, c'est un message qu'il faut passer? C'est un message qu'il faut passer, comme il faut passer le message par rapport à l'alcool, comme il faut passer le message par rapport aux dépendances aux jeux, comme il faut passer le message par rapport aux écrans, comme il faut passer le message par rapport à la pornographie. Comme il faut passer, c'est qu'il faut faire attention parce qu'à un moment donné, quand on embarque dans un dossier, on n'a plus de vision globale. On voit juste cannabis, 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 puis on ne voit pas que les dépendances, ils sont multiples et que si on avait à agir à interdire toutes les possibilités de dépendance, parce que vous avez vu dernièrement, ça vient de sortir sur les déficits d'attention puis les écrans. Est-ce qu'on va dire aux parents qu'on va faire une plainte à la DPJ s'il y a un enfant qui est devant un écran avant 5 ans pendant plus qu'une demi-heure par jour? Est-ce que peut-être qu'on va se rendre là un jour, mais ce qui est le plus important, c'est d'outiller les gens pour qu'ils réalisent les impacts. Et je ne suis pas sûre qu'il y a tant de jeunes que ça qui savent que le fait de consommer du cannabis, ça se pourrait que ça ait un effet dépressif à long terme. Je ne suis pas sûre que cette information-là, les jeunes à qui je parle, ils ne connaissent pas cette information-là. Elle n'est pas dite dans les écoles actuellement. Elle n'est pas... Je vous remercie pour votre réponse, madame. Excusez, c'est la passion. Non, il n'y a pas de problème. C'est mon rôle d'être obligé de vous interrompre. Les 11 prochaines minutes appartiennent à l'opposition officielle. Alors, Monsieur le député de Pontiac, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, merci d'être avec nous. Je vous dirais que ça fait du bien de vous entendre. Le ministre disait ce matin qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient parler de psychose, qui venaient parler qui avaient un petit peu le même point de vue que lui. Alors, c'est intéressant de vous entendre avec un point de vue différent. Il y a quelques enjeux que je veux souligner dans votre mémoire. Je veux essayer de bien comprendre. À page 7, vous faites référence dans la section d'un choix médical et non un choix de santé publique. Vous faites référence à une affirmation que le ministre a déjà faite qui dit essentiellement « Fumer du cannabis augmente vos risques de psychose de 40 ». Donc, vous puis moi, on va faire un petit peu de mathématiques, là, si vous le permettez. Si le député de Chapleau, moi j'apprécie beaucoup le député de Chapleau, j'appréciais plus celui qui était là avant, mais j'apprécie beaucoup le député de Chapleau. Je présume qu'il ne fume pas du cannabis. J'ai raison? D'accord. S'il se met à fumer du cannabis demain matin, le député de Chapleau, est-ce qu'il augmente ses risques de psychose de 40? Est-ce que ça passe de 0 à 40 % de chances qu'il fasse une psychose? Non. Vous avez la réponse qui est donnée dans notre quiz qu'on avait publié, que l'Association québécoise de santé publique a publié. Écoutez, je suis un peu mal à l'aise de... Vous me mettez dans une situation de malaise parce que je crois que la CAQ veut protéger nos jeunes et je crois que vous voulez protéger nos jeunes et je crois que le Parti québécois veut protéger nos jeunes et je crois que Québec solidaire veut protéger nos jeunes et je crois qu'on doit trouver une manière de fonctionner ensemble pour les protéger plutôt que de se rentrer dedans, je vous dirais. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que ce chiffre-là... Mais je ne vois pas le 40 %, c'est un chiffre que je n'ai jamais lu nulle part, mais peut-être que vous avez une information que je n'ai pas.
En fait, je ne veux pas rentrer dans le député de Chapleau, je veux le protéger, je veux m'assurer qu'il comprend bien les risques liés à la consommation du cannabis. Dans la question de règlement, je demanderai au député de Pontiac de s'adresser au président et non pas directement au député de Chapleau. Je ne pensais pas avoir posé une question au député de Chapleau, mais si vous voulez... Je prends bonne note. Monsieur le député de Pontiac a amené l'exemple du député. Mais je vais lui demander de changer. Utiliserez-vous comme exemple la prochaine fois, Monsieur le Président? Je préférerais que ce soit moi qui soit la tête de ça, effectivement. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que c'est vrai que tu ne consommes pas ou vous ne consommez pas? Je pense que c'est une question directement posée au député. Très bien. Vous avez raison, Monsieur le Président. Vous avez raison, Monsieur le député. Le ministre a fait une affirmation un peu plus tôt, à savoir que la publicité dans la SQDC s'adressait, disons, si publicité il y a dans la SQDC, et c'est dans le mandat de la SQDC de le faire, une publicité au niveau de la prévention, de l'information, etc., on s'adresse à des gens qui fument déjà. Est-ce que, selon vous, la publicité ou la promotion, essentiellement la promotion de la prévention, la promotion de l'information, est-ce que ça peut avoir un impact positif à l'intérieur de la SQDC? À l'intérieur oui, de la SQDC? À l'intérieur de la SQDC. La SQDC a un mandat de faire de la prévention, de faire de l'information. À l'intérieur? Oui, absolument. Oui. Oui. Est-ce que ça peut avoir un impact positif, même si ces gens-là sont des gens qui consomment déjà du cannabis? Bien oui. Très bien. Merci. Le ministre a fait référence un peu plus tôt aux dernières études, des études de l'Université McGill et certaines autres. Parlant de dernières études, il y en a une qui est sortie hier. Et on l'a vu dans The Guardian. Essentiellement, là, c'est les études auxquelles on a fait référence dans le passé dans cette commission aussi, c'est des études qui avaient analysé 40, 50, 60 personnes. Cette étude-là, elle s'est penchée sur 100 000 adolescents dans 38 pays. Et là, je vais vous en lire un petit bout, c'est en anglais si ça ne vous dérange pas. Analyzing data about cannabis use among more than 100,000 teenagers in 38 countries, incluant le Canada, the University of Kent study found no association between more liberal policies on cannabis use and higher rates of teenage cannabis use. Donc, essentiellement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont analysé les habitudes de consommation de 100 000 jeunes et le cadre réglementaire ou le cadre législatif du pays et qui ont vu absolument aucune corrélation entre les deux. Est-ce que vous croyez que ça fait du sens, ça, qu'il n'y a pas d'association directe entre un cadre réglementaire qui, disons, prohiberait, ferait la prohibition d'un produit comme le cannabis et l'utilisation chez les adolescents? Moi, j'ai été à plusieurs, pour essayer de m'informer, j'ai été à plein de conférences de chercheurs pour essayer de me faire une tête et j'ai beaucoup entendu dire que la légalisation, à long terme, ne changeait pas la quantité c'est-à-dire ne faisait pas qu'il y avait plus de consommateurs de cannabis. Ça ne répond pas à votre question, hein? En partie, je vous dirais, en partie. Mais je pense que votre point de vue est bien compris. J'ai une dernière question pour vous. Et ça je vous dirais que ça me préoccupe beaucoup. Dans votre mémoire, vous parlez des jeunes les plus démunis seront désavantagés davantage par le fait de mettre dans des situations d'illégalité les consommateurs entre 18 et 21 ans. Est-ce que vous croyez que ça peut mener très directement à une stigmatisation dans certains quartiers qui sont plus vulnérables, à certains usagers qui sont plus vulnérables, socio-économiquement parlant? J'aimerais ça que vous y faites référence là, pendant quelques phrases. J'aimerais ça vous entendre élaborer un petit peu là-dessus. Bien, écoutez, c'est sûr que si dans un quartier, les jeunes se ramassent tous à une place pour aller consommer ensemble, on va les stigmatiser. Mais que s'ils sont dans un quartier où les parents sont propriétaires, puis ils peuvent fumer sur le terrain, puis ils ne dérangent pas personne, ils ne vont pas vivre la même stigmatisation que la petite gang qui va se retrouver dans un espace en cachette puis que là,
bon, on risque d'avoir beaucoup de préjugés à l'égard de cette petite gang-là de jeunes qui vont aller fumer du pot dans un endroit. Oui. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Je pense que mon collègue de Marquette avait une question. C'est ça. Les enjeux de répression, ça a un impact important sur la santé mentale de la population. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Très bien, merci. Monsieur le député de Pontiac, vous vouliez sûrement me demander que je cède la parole à votre collègue. Vous apprenez bien votre rôle, Monsieur en le tout Président. respect. Oui. Alors, vous voulez que je cède la parole à... celui que vous voulez, Monsieur le Président. Non, c'est pas à moi, ça. Est-ce que je peux y aller? Oui, allez-y. Merci beaucoup de votre présence. Moi, je vais y aller un peu sur la mécanique. On a parlé de prévention, on a parlé de problèmes mentaux. Cependant, moi, c'est juste sur la mécanique, puis je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis je veux vous entendre là-dessus. Selon la réglementation, on empêcherait les utilisateurs de cannabis de fumer dans les lieux publics. Quand je parle de lieux publics, ici, là, bien entendu, je parle de l'extérieur. Je parle de l'extérieur, je parle des parcs, je parle des trottoirs. Monsieur le ministre invoque beaucoup le fait d'émettre ce projet de loi-là pour protéger justement les jeunes le plus longtemps possible. Cependant, forcer les utilisateurs à fumer à l'intérieur, parce que le seul endroit que je peux voir où on peut fumer du cannabis avec ces mesures-là, c'est de fumer à l'intérieur. Alors qu'on dit qu'on veut protéger les jeunes le plus longtemps possible, là, maintenant, on veut fumer à l'intérieur, ce qui va faire en sorte qu'on va exposer les jeunes, justement, ceux qui ne fument pas, et même les adultes, à la fumée secondaire. Alors, on dit vouloir protéger les jeunes, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on expose, justement, des plus jeunes, même des bambins. Parce qu'il y a des jeunes, puis il y a des enfants, puis il y a des bébés qui vont dans les maisons. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une ambiguïté avec cette mesure-là, justement, proposée par le ministre? Oui. Oui, on a la même position que la santé publique, c'est que c'est complexe. Si on légalise quelque chose, mais on l'interdit partout, c'est 2 poids, 2 mesures. Puis, effectivement, les effets secondaires de la fumée, il y en a. Fait que si c'est le seul endroit où c'est possible de fumer, c'est dans les maisons, c'est problématique. Puis, on sait que même dans les logements, il y a plein de propriétaires qui l'ont déjà interdit. Dans plein de condos, c'est interdit. Dans des coopératives d'habitation, c'est interdit. Fait que pour plusieurs, même dans leur lieu privé, c'est interdit. Fait que ça... Bon, il y a quelque chose de... ça peut protéger la santé. Comme la cigarette, on sait qu'il y a eu quand même une diminution en interdisant de fumer dans des bars et dans les milieux de travail. Mais de là à l'interdire dans des lieux extérieurs, c'est complexe. Avec ces mesures-là, justement, où plusieurs des personnes qui restent en condo, qui restent en appartement, où ça va devenir, on va l'interdire, est-ce qu'on ne force pas les gens, justement, à briser la loi, justement, parce que là, on n'a pas le choix, on va être obligé de sortir? Oui, et oui. Oui, puis non. C'est une réponse. C'est oui, si on est obligé d'aller fumer dehors, on va devenir illégal en allant fumer dehors, puis de fumer en dedans, on ne peut pas parce que c'est interdit de fumer en dedans, mais qu'on vend du cannabis au coin de la rue à la SQDC et qu'on autorise que ce soit fumé au Québec, il faut que quelque part, qu'on fasse quelque chose qui a du sens. La parole est maintenant au député de Jonquière, représentant la deuxième opposition pour les 2 minutes 45 suivantes. À vous la parole. Oui, merci beaucoup d'être ici. Je voudrais vous entendre sur la proposition qui a été faite, entre autres, par 2 groupes, l'INSPQ et tout à l'heure Citoyenneté Jeunesse, qui ont proposé de vendre pour les jeunes jusqu'à 21 ans, voire même 25 ans, une gradation selon le niveau de tétrahydrocannabinol dans le produit de cannabis. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une piste d'atterrissage? La question qui tue.
Bien, écoutez, je viens juste de lire cette semaine la position de l'INSPQ là-dessus, puis c'était quelque chose que j'avais pas lu avant. Peut-être que ça peut être une piste d'atterrissage intéressante, mais c'est pas... il faut y réfléchir. OK. Donc, vous n'êtes pas totalement fermé, mais vous souhaiteriez peut-être prendre un peu plus de temps. On y compte parce que on ne s'est pas positionné, mais l'idée est intéressante. Mais comme je vous dis, je l'ai lu cette semaine, leur position. Mais en tout cas, si jamais vous réfléchissez davantage sur ce point, vous pouvez nous le transmettre là, comme en annexe à votre mémoire, tant que la commission siège. Il n'y a pas de problème. Madame, vous voulez ajouter un point? Je pense qu'on parle beaucoup de consommation raisonnable quand on parle d'alcool. Fait que peut-être que la réflexion serait intéressante aussi quand on parle de ce type de produit-là. Hein, ça fait des années qu'on sait que les femmes doivent boire 2 verres par jour, les hommes 3, pas plus que tant par semaine, et on ne boit pas tous les jours. Fait que peut-être que ce serait intéressant qu'on aille dans une direction comme ça. On parlait de ça juste avant de rentrer, sauf qu'on n'avait pas d'éléments pour dire c'est de cette façon-là que ça devrait se faire. Mais si on est capable de le faire pour l'alcool, si on est capable d'y penser pour la loterie, bien certainement qu'on est capable de faire quelque chose avec ce type de produit-là. Parce que comment l'établir? Moi, je ne suis pas marchande du tout, communautaire. Fait que j'ai aucune idée comment ça peut s'élaborer, mais je suis certaine qu'il faut penser à que la consommation sécuritaire, ça devrait faire partie du cadre, peu importe l'âge. Il me reste du temps? 20 secondes. Pourquoi vous dites que de laisser ça à 18 ans, ce n'est pas banaliser la consommation en 15 secondes? Là? Bien, faire de l'information, parler des effets secondaires, parler des risques, parler d'une consommation responsable, c'est pas banaliser, c'est informer. Banaliser, ça serait dire le pot, c'est pas grave, prenez-en comme vous voulez, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que ça a des effets secondaires. Ça peut en avoir. C'est important de les connaître. C'est important de le savoir. Alors, c'est... Merci beaucoup. Dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame. Alors, la finalité de cet échange sera avec la contribution du député de Jean Lesage pour les 2 minutes 45 restantes. À vous. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Moi, ce qui me marque beaucoup dans ce projet de loi, cette idée d'augmenter l'âge légal à 21 ans pour la consommation du cannabis, c'est qu'on crée 2 catégories d'adultes. On dit qu'il y en a que leur cerveau n'est pas assez développé pour prendre des bonnes décisions quant à leur propre santé, leur propre choix de vie, puis il y a ceux qui ont plus de 21 ans. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, selon vous, est-ce qu'en traitant les jeunes adultes comme des enfants, on va favoriser leur maturité? C'est la fin de ma question. Selon nous, non. Selon nous, il faut les équiper pour qu'ils puissent agir, les informer, comme je vous disais, les accompagner, leur donner... Tu sais, on parle de soins, pouvoir accès à de la psychothérapie si on en a besoin, avoir accès à des organismes communautaires, avoir accès, si on a développé une dépendance, avoir un accès rapide à un centre d'intervention, puis de connaître, d'être... Les jeunes, ils sont assez... Tu sais, la maturité, là, on passe notre vie à... On a 60 ans, puis on n'est pas encore complètement mature, tu sais. Fait qu'on passe notre vie à travailler ça. Fait que 18 ans, c'est aussi d'assumer les risques que l'on fait, mais il faut les connaître, les risques, pour savoir si on les assume ou pas. Puis, il faut être valorisé. Tu sais, les facteurs de protection que je vous ai passés, c'était pas une blague, là. C'est si on est bien entouré, si on les valorise, si on leur donne une estime de soi, si leur vie elle a du sens, si c'est d'agir sur tout ça qui fait une société en bonne santé. Puis les jeunes ne sont pas décrochés du reste de la société, c'est tout l'environnement qui crée la santé des individus. Donc, c'est donnons-leur le pouvoir d'agir, mais pour donner un pouvoir d'agir, comme on disait, parce que Monique a donné une conférence là-dessus dernièrement, c'est si on veut les amener à pêcher, bien ça se peut qu'on soit obligé de déblayer le chemin pour les amener jusqu'à la rivière
et pour bien les équiper à pouvoir pêcher adéquatement. Fait que c'est pas juste dire « va pêcher », mais c'est quoi les... Hein? Il faut toujours qu'il y ait du poisson dans la rivière. Aussi. Une autre question. 10 secondes. Est-ce que avant la légalisation, les jeunes de 18-21 ans avaient un problème d'accès au cannabis, selon vous? Non. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, je remercie le mouvement Santé mentale Québec pour leur contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup, mesdames.